Mardi 18 juillet 2023, 16h02. Il faisait 34 degrés à Marseille, une chaleur à crever qui faisait onduler le bitume de la Castellane. L'air, lourd comme une chape de plomb, sentait la poudre, le sang chaud qui se mélangeait à l'odeur âcre du plastique fondu de nos sacoches. En moins de temps qu'il faut pour hurler, on venait de signer notre propre arrêt de mort, sans même comprendre qu'on était déjà des fantômes sur le carrelage crasseux du 9e étage. Écoute-moi bien, et fais-le vite. Abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo maintenant, avant qu'il ne la fasse sauter. Les médias ont raconté des conneries, une simple histoire de règlement de compte entre gangs pour un point de deal. La vérité est bien plus sale, bien plus humiliante. Je te balance tout avant que la justice ou les anciens ne me coupent le sifflet pour de bon. Parce que cette histoire, elle doit sortir des murs de la prison. Voilà, maintenant t'es dans la confidence. Tu fais partie du cercle. Oublie ce que tu crois savoir sur la rue, sur la DZ Mafia. Je vais te raconter comment notre arrogance nous a conduits tout droit en enfer. Allez, on rembobine de 2 petites heures, 2 heures avant le chaos, à l'époque où on se croyait encore les rois du monde, les véritables princes intouchables de cette ville qui nous avaient vus naître et qui allaient nous regarder tomber. On était 3 dans l'Audi RS6 gris Nardo, une machine de guerre qui dévorait l'asphalte de la 7. Youssef, le grand frère du réseau au volant, le regard froid, concentré sur la route et sur l'oseille. Le petit Anis, à l'arrière, à peine 17 ans, les yeux qui brillaient, filmant pour sa story Snapchat les liasses de billets posés sur le tableau de bord. Et moi, Crimo, 21 ans, à la place du passager, ma calache sous le survêt. La puissance de la DZ Mafia, tu ne peux pas la comprendre si tu ne l'as pas vécue de l'intérieur. On tenait la ville. Chaque Onfour qui tournait nous rapportait une fortune. Chaque regard baissé dans la rue était une victoire. On était une armée, une famille, et notre nom seul suffisait à glacer le sang des plus courageux. La peur des autres, était notre carburant, notre drogue la plus dure. On se sentait invincible, immortel, protégé par une aura de violence. Notre hiérarchie était simple, brutale comme un coup de crosse. En haut, les grands frères, ceux qui ne se montraient jamais mais dont les ordres tombaient comme des couperets. En dessous, les lieutenants comme Yous A, qui géraient les équipes et la logistique. Et puis nous, les soldats, la main-d'œuvre du charbon, prêts à tout pour prouver notre loyauté et grimper les échelons. On portait du Lacoste, des TN requins immaculés, des signes extérieurs de notre réussite bâtis sur la S des autres. La mission du jour était une simple démonstration de force, une leçon de Agra. Des petits indépendants avaient eu le culot d'ouvrir un point de deal dans la tour G de la Castellane, sur notre territoire. Un manque de respect total, une insulte à notre autorité. L'ordre était tombé, sec et sans appel, de la part d'un des grands. Allez leur montrer c'est qui les patrons. Faites un exemple, qu'ils comprennent à qui appartient Marseille. Pour nous, était une formalité, presque une sortie de routine. On allait monter, défoncer la porte, les humilier devant tout le monde, récupérer leurs matos et leurs thunes. L'idée était de marquer les esprits, de rappeler que la moindre tentative de concurrence se paierait dans le sang et les larmes. Dans nos têtes, le scénario était déjà écrit. Une victoire facile et rapide, qui renforcerait encore un peu plus notre légende dans les quartiers nord. L'Audi RS6 était notre char d'assaut, le T-Max qui nous suivait, notre cavalerie légère. Était notre façon de faire la guerre, un mélange de technologie allemande et de rage des cités. Le son du rap marseillais crachait des enceintes, couvrant le bruit de nos cœurs qui battaient un peu plus vite, non pas de peur, mais d'une excitation sauvage. L'adrénaline pure du prédateur qui s'apprête à fondre sur sa proie sans méfiance. 15h55. Le RS6 pile net en bas de la tour G. Les 2 T-Max se garent en travers juste derrière, bloquant toute issue. On débarque comme une furie, les visages fermés, les kalachnikovs à peine dissimulés sous nos vestes de survêtement. L'air est lourd. Le soleil tape fort sur le béton. Les quelques habitants qui traînaient dehors se sont évaporés, laissant derrière eux un silence pesant, un silence qui précède toujours les tempêtes dans la cité. On lève la tête vers le 9e étage, notre objectif. Et là, on le voit. Sur un des balcons, un type, la quarantaine bien tassé, un peu bedonnant, vêtu d'un simple short de sport gris et d'un t-shirt blanc, Décathlon. Le daron de base, le voisin lambda qui profite de la vue. Il nous regarde arriver, sans aucune expression,
sans le moindre signe de panique. Il ne bouge pas, il observe. C'est tout. Yus crache par terre, un sourire méprisant aux lèvres. « Regarde-moi ce miskin. » Il lâche. « Il va se pisser dessus quand il va nous voir débarquer. Ça va être facile, les gars. On défonce la porte, on plie ça en 2 minutes et on se casse. » Son assurance était contagieuse. Pour nous, ce type sur le balcon était juste un dommage collatéral, un spectateur involontaire de notre démonstration de pouvoir. On ne pouvait pas avoir plus tort. Le plan était d'une simplicité arrogante, presque stupide. Monter, tout casser, repartir. Pas de stratégie, pas de plan B. Juste la certitude que notre réputation et nos armes suffiraient à faire plier n'importe qui. On s'est engouffré dans le hall de la tour. L'odeur d'urine et de javel nous a pris à la gorge. On a ignoré l'ascenseur, toujours en panne, et on a commencé à monter les escaliers 4 à 4. Notre montée était une procession barbare. Le bruit de nos TN martelant les marches en béton résonnait dans toute la cage d'escalier, un tambour de guerre annonçant notre arrivée. Chaque étage était un nouveau royaume conquis, et au 9e, on serait les rois. On était jeunes, on était armés, et on appartenait à la DZ Mafia. Dans notre esprit, cette combinaison faisait de nous des dieux invulnérables, au-dessus des lois des hommes. Arrivés sur le palier du 9e, on était essoufflé mais gonflé à bloc par l'adrénaline. La porte de l'appartement cible était là, banale, anonyme. Yus n'a même pas essayé de toquer. Il a reculé, a pris son élan et a balancé un coup de bélier artisanal qu'on avait fabriqué. La porte a volé en éclats dans un fracas de bois et de plâtre, nous ouvrant le passage vers ce qu'on pensait être une victoire facile. Je suis entré le premier, la calache pointée devant moi, le doigt sur la détente, prêt à crier, à terroriser. Et je l'ai vu. Le type du balcon. Il n'était plus sur le balcon. Il était assis dans son salon, sur une simple chaise en bois, les mains calmement posées sur la table devant lui. Il n'y avait personne d'autre. Juste lui, la chaise, la table, et un silence assourdissant qui a immédiatement aspiré toute notre fureur. Mon cerveau a mis 1 seconde à traiter la scène. C était trop bizarre, trop calme. Pas de dealers affolés, pas de matériel, pas de panique. Juste ce mec qui nous regardait comme si on était des livreurs en retard. J'ai crié, plus par réflexe que par conviction, les mots que Yus nous avait ordonnés. « Wesh le vieux, c'est fini de jouer à la marchandise ici. Tu dis à tes petits de décamper ou on vous crève tous. » Sa réaction a été un coup de poignard glacial dans mon excès de confiance. Il n'a pas regardé ma calache, pas une seule seconde. Son regard était fixé sur le mien, un regard d'une intensité insoutenable. Il n'analysait pas l'arme, il m'analysait moi. Il lisait ma nervosité, mon inexpérience, ma fausse assurance. Pas une goutte de sueur sur son front, pas un tremblement dans sa posture. Il était en contrôle total. Yus et Anis sont entrés derrière moi, eux aussi décontenancés par ce calme surnaturel. Le silence s'est étiré, lourd de menaces. Le type n'a pas répondu à mes hurlements. Il a juste maintenu ce contact visuel qui me déstabilisait complètement. C'est à cet instant précis que le premier frisson de doute, un vrai doute glacial, a parcouru mon échine. Ce n'était pas la réaction normale d'une victime. C était autre chose. Quelque chose n'allait pas. L'appartement était trop vide, trop propre pour un squat de dealer. Il n'y avait pas l'odeur de shit habituelle, pas de désordre. Ça sentait le propre, le détergent. Mon instinct, celui de la rue, celui qui te garde en vie, a commencé à hurler dans ma tête. C était un piège. On était tombé dans un putain de piège. Mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Tu aurais fait quoi à ma place? Tu es là avec tes potes, une calache à la main, face à un mec qui refuse de jouer le rôle de la victime. Tu peux pas reculer, ce serait la honte, la agra suprême. Alors tu continues, tu t'enfonces, tu essayes de reprendre le contrôle par plus de violence, plus de cris. Mais en face, il y a ce mur de calme, ce roc qui te renvoie ta propre image d'idiot surarmé. Le temps semblait s'être arrêté. Chaque seconde qui passait ajoutait une couche d'angoisse à la situation. On était 3 jeunes de cité, persuadés d'être des guerriers, et on se retrouvait face à un mystère, un homme qui déjouait tous nos codes, toutes nos certitudes. Son calme était plus terrifiant que n'importe quelle arme qu'il aurait pu sortir. C était une guerre psychologique, et il était en train de la gagner sans dire un mot. Puis, il a fait un geste. Un geste lent, délibéré, qui a scellé notre destin. Il a levé très doucement sa main droite vers son oreille,
comme s'il voulait ajuster une oreillette invisible, un truc qu'on ne pouvait pas voir. Son regard n'a pas quitté le mien, et il a murmuré un mot presque inaudible mais qui a résonné dans l'appartement comme un coup de tonnerre. Top. L'explosion qui a suivi a été totale, sensorielle. Les portes des 2 autres pièces de l'appartement ont volé en éclats simultanément, comme si elles avaient été frappées par la foudre. Des grenades assourdissantes ont roulé à nos pieds et ont détonné dans un flash blanc aveuglant et un bruit qui m'a déchiré les tympans. Le monde a basculé. On est passé de la lumière aux ténèbres en une fraction de seconde. 4 silhouettes noires sont sorties de la fumée, se déplaçant avec une fluidité mortelle. Casque lourd, visière balistique, équipement d'intervention noir. Ils ressemblaient à des monstres sortis d'un cauchemar. Ils tenaient des fusils d'assaut HK-G36 et des pistolets Sig Sauer équipés de lampes tactiques dont les faisceaux balayaient la pièce, nous clouant sur place. On était passé de chasseurs à gibier, sans aucune transition. Leurs tirs n'avaient rien à voir avec les nôtres. Pas de rafales incontrôlées qui arrosent les murs. C étaient des doubles taps. 2 coups secs, précis, chirurgicaux. Yus, qui a eu le réflexe de lever sa calache, a pris 2 balles en plein dans le torse. J'ai vu le choc sur son visage, puis le sang qui a giclé sur mes TN blanches immaculées. Il s'est effondré comme une poupée de chiffon, sans un bruit. Le petit Anis a hurlé de terreur et a tenté de se retourner pour fuir. Une seule détonation sèche a retenti, et il s'est écroulé. Une balle dans la jambe, se tordant de douleur sur le carrelage. Tout allait trop vite. Mon cerveau n'arrivait plus à suivre. J était aveuglé par les flashs, assourdi par les détonations, paralysé par une peur si pure, si primale que je n'en avais jamais ressenti de pareil de toute ma vie. J'ai lâché ma kalachnikov. L'arme est tombée sur le sol avec un bruit mat et lourd, le son de ma propre défaite, de la fin de mon monde. J était redevenu ce que Jij était vraiment, un gamin de 21 ans terrifié, complètement dépassé par les événements. J'ai levé les mains en l'air, un geste instinctif de reddition, alors que le faisceau d'une lampe tactique venait me éblouir en plein visage, me transformant en une simple cible immobile. Le prédateur tout-puissant de la DZ Mafia n'existait plus. À sa place, il y avait une proie désorientée, tremblante, qui attendait le coup de grâce. Ces hommes, N, n'étaient pas des flics de la BAC, ni même des gendarmes. C était autre chose. Une machine de guerre parfaitement huilée, une unité d'élite dont chaque mouvement était calculé pour neutraliser, pour détruire, avec une efficacité terrifiante. C était la BRI. Leur discipline était inhumaine. Pendant que 2 opérateurs sécurisaient Yus et Anis au sol, un 3e me tenait en joue, son arme parfaitement stable, son doigt sur la détente. Le 4e se tenait près du daron, qui était levé, et qui maintenant retirait son t-shirt Décathlon pour révéler un gilet pare-balles et un holster avec un pistolet. Le major, le chef de groupe, venait de reprendre du service. La violence de leur intervention N n'était pas chaotique comme la nôtre. C était une violence froide, professionnelle, presque scientifique. Ils ne criaient pas, ils communiquaient par des gestes brefs et des mots clés dans leur radio. En face de nous, ce N n'était pas un gang rival. Ça a été l'État dans sa forme la plus brutale, la plus entraînée. On avait voulu faire un exemple, et c'est nous qui étions devenus l'exemple. En moins de 10 secondes, notre commando de caïd avait été anéanti. Le combat, si on peut appeler ça un combat, n'avait duré que 8 secondes. 8 petites secondes pour passer du sommet de la chaîne alimentaire de la rue au plus bas. 8 secondes pour que Yus meure, pour qu'Anis perde sa jambe, et pour que ma vie soit foutue à jamais. 8 secondes pour comprendre qu'il y a toujours un plus gros poisson dans la mer. J'ai été projeté au sol avec une force inouïe. Un genou s'est écrasé sur ma nuque, me coupant le souffle, et mes mains ont été menottées dans le dos avec une brutalité qui m'a brisé les poignets. Mon visage était écrasé contre le carrelage froid. Je sentais le goût du sang et de la poussière dans ma bouche. L'homme en t-shirt, le major de la BRI, s'est accroupi à côté de moi et m'a regardé de haut. Aucun mot, juste un regard de pur mépris. 10 minutes plus tard, les sirènes, les vraies, celles de la police nationale et de la BAC, celles qu'on connaissait. Ils sont montés en courant, gilet pare-balles, l'air affairé et stressé, mais le travail était déjà terminé. Ils sont entrés dans l'appartement et se sont figés, découvrant la scène. Les opérateurs de la BRI, calmes, impassibles, leur ont fait un briefing rapide. La guerre était finie, les services de nettoyage arrivaient.
L'humiliation suprême a eu lieu en bas de l'immeuble. Ils m'ont traîné dehors, le visage en sang, les vêtements déchirés, devant tous les habitants de la cité. Ces mêmes personnes qui baissaient les yeux quand je passais 15 minutes plus tôt me regardaient maintenant avec un mélange de pitié et de curiosité malsaine. J'y étais passé du statut de caïd respecté à celui de trophée de chasse pour la police, exposé à la vue de tous. Le reflet des gyrophares bleus et rouges balayait les visages de la foule. J'ai vu des jeunes, des gamins qui nous admiraient, nous prenaient pour des modèles. Leurs yeux ne brillaient plus d'admiration mais de compréhension. Ils venaient d'assister en direct à la chute de leurs idoles, à la preuve que notre pouvoir haine était qu'une illusion. Un château de cartes que de vrais professionnels pouvaient souffler d'un seul coup. La leçon était brutale. Le trajet dans le fourgon de police a été silencieux. J'y étais seul avec mes pensées, le bruit des sirènes éloignant, remplacé par le bourdonnement sourd de mon crâne. Le procès a été une formalité. Association de malfaiteurs, port d'armes de guerre, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. La sentence est tombée, lourde, sans appel. J'ai pris 15 ans. 15 ans pour réfléchir à l'erreur de ma vie. Aujourd'hui, ça fait presque un an que je suis enfermé ici, à la prison des Baumettes. Anis a perdu sa jambe. Il est dans une autre prison, pour mineurs. Youssef, lui, est sous terre. Son nom est devenu une légende triste dans la cité, un avertissement pour les plus jeunes. Moi, j'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Les murs de ma cellule sont le seul horizon que je connais. Parfois, la nuit, je refais le match dans ma tête. Je revois ce type sur son balcon, son calme olympien, son regard perçant. Je revois le moment où il a dit « Top ». Ce mot, ce simple mot, a été la clé qui a ouvert les portes de l'enfer. On est tombé sur une planque, un sous-marin de la BRI qui surveillait un autre réseau. On a été la mauvaise surprise, l'imprévu qui a déclenché l'intervention. Où est le prédateur maintenant? Le major de la BRI? Il est probablement sur un autre balcon, dans une autre cité, avec son t-shirt Décathlon et son regard d'acier, en train de monter un autre dossier. Il fait son travail. Il nettoie la ville, un pion à la fois. Il est le vrai monstre, celui qui chasse dans l'ombre, invisible, patient et absolument létal quand il décide de frapper. La leçon finale de cette histoire, celle que j'ai apprise dans le sang et l'humiliation, elle est simple. On se prenait pour des soldats de la rue, des guerriers invincibles de la DZ Mafia. Ce jour-là, on a compris. On n'était que des enfants avec de gros jouets. Et la plus grande règle du bitume, la seule qui compte vraiment, c'est de ne jamais, jamais taper dans une fourmilière que tu ne connais pas. Surtout quand cette fourmilière porte l'écusson de la BRI. Mardi 18 juillet 2023, 16h02. Il faisait 34 degrés à Marseille. Une chaleur à crever qui faisait onduler le bitume de la Castellane. L'air, lourd comme une chape de plomb, sentait la poudre, le sang chaud qui se mélangeait à l'odeur âcre du plastique fondu de nos sacoches. En moins de temps qu'il faut pour hurler, on venait de signer notre propre arrêt de mort, sans même comprendre qu'on était déjà des fantômes sur le carrelage crasseux du 9e étage. Écoute-moi bien, et fais-le vite. Abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo maintenant, avant qu'il ne la fasse sauter. Les médias ont raconté des conneries, une simple histoire de règlement de compte entre gangs pour un point de deal. La vérité est bien plus sale, bien plus humiliante. Je te balance tout avant que la justice ou les anciens ne me coupent le sifflet pour de bon, parce que cette histoire, elle doit sortir des murs de la prison. Voilà, maintenant t'es dans la confidence. Tu fais partie du cercle. Oublie ce que tu crois savoir sur la rue, sur la DZ Mafia. Je vais te raconter comment notre arrogance nous a conduits tout droit en enfer. Allez, on rembobine de 2 petites heures, 2 heures avant le chaos, à l'époque où on se croyait encore les rois du monde, les véritables princes intouchables de cette ville qui nous avaient vus naître et qui allaient nous regarder tomber. On était 3 dans l'Audi RS6 gris Nardo, une machine de guerre qui dévorait l'asphalte de la 7. Youss, le grand frère du réseau, au volant, le regard froid, concentré sur la route et sur l'oseille. Le petit Anis, à l'arrière, à peine 17 ans, les yeux qui brillaient, filmant pour sa story Snapchat les liasses de billets posés sur le tableau de bord. Et moi, Crimo, 21 ans, à la place du passager, ma calache sous le survêtement de l'OM. La puissance de la DZ Mafia, tu ne peux pas la comprendre si tu ne l'as pas vécue de l'intérieur. On tenait la ville. Chaque Unfour qui tournait nous rapportait une fortune. Chaque regard baissé dans la rue
était une victoire. On était une armée, une famille, et notre nom seul suffisait à glacer le sang des plus courageux. La peur des autres, C était notre carburant, notre drogue la plus dure. On se sentait invincible, immortel, protégé par une aura de violence. Notre hiérarchie était simple, brutale comme un coup de crosse. En haut, les grands frères, ceux qui ne se montraient jamais mais dont les ordres tombaient comme des couperets. En dessous, les lieutenants comme Yus A, qui géraient les équipes et la logistique. Et puis nous, les soldats, la main-d'œuvre du charbon, prêts à tout pour prouver notre loyauté et grimper les échelons. On portait du Lacoste, des TN requins immaculés, des signes extérieurs de notre réussite bâtis sur la S des autres. La mission du jour était une simple démonstration de force, une leçon de Agra. Des petits indépendants avaient eu le culot d'ouvrir un point de deal dans la tour G de la Castellane, sur notre territoire. Un manque de respect total, une insulte à notre autorité. L'ordre était tombé, sec et sans appel, de la part d'un des grands. Allez leur montrer c'est qui les patrons. Faites un exemple, qu'ils comprennent à qui appartient Marseille. Pour nous, C était une formalité, presque une sortie de routine. On allait monter, défoncer la porte, les humilier devant tout le monde, récupérer leurs matos et leurs thunes. L'idée était de marquer les esprits, de rappeler que la moindre tentative de concurrence se paierait dans le sang et les larmes. Dans nos têtes, le scénario était déjà écrit. Une victoire facile et rapide, qui renforcerait encore un peu plus notre légende dans les quartiers nord. L'Audi RS6 était notre char d'assaut, le T-Max qui nous suivait, notre cavalerie légère. C'était notre façon de faire la guerre, un mélange de technologie allemande et de rage des cités. Le son du rap marseillais crachait des enceintes, couvrant le bruit de nos cœurs qui battaient un peu plus vite, non pas de peur, mais d'une excitation sauvage. L'adrénaline pure du prédateur qui s'apprête à fondre sur sa proie sans méfiance. 15h55. Le RS6 pile net en bas de la tour G. Les deux T-Max se garent en travers juste derrière, bloquant toute issue. On débarque comme une furie, les visages fermés, les kalachnikovs à peine dissimulés sous nos vestes de survêtement. L'air est lourd. Le soleil tape fort sur le béton. Les quelques habitants qui traînaient dehors se sont évaporés, laissant derrière eux un silence pesant. Un silence qui précède toujours les tempêtes dans la cité. On lève la tête vers le 9e étage, notre objectif. Et là, on le voit. Sur un des balcons, un type, la quarantaine bien tassée, un peu bedonnant, vêtu d'un simple short de sport gris et d'un t-shirt blanc, Décathlon. Le daron de base, le voisin lambda qui profite de la vue. Il nous regarde arriver, sans aucune expression, sans le moindre signe de panique. Il ne bouge pas, il observe. C'est tout. Yus crache par terre, un sourire méprisant aux lèvres. « Regarde-moi ce miskin !» Il lâche. Il va se pisser dessus quand il va nous voir débarquer. Ça va être facile, les gars. On défonce la porte, on plie ça en 2 minutes et on se casse. Son assurance était contagieuse. Pour nous, ce type sur le balcon était juste un dommage collatéral. Un spectateur involontaire de notre démonstration de pouvoir. On ne pouvait pas avoir plus tort. Le plan était d'une simplicité arrogante, presque stupide. Monter, tout casser, repartir. Pas de stratégie, pas de plan B. Juste la certitude que notre réputation et nos armes suffiraient à faire plier n'importe qui. On s'est engouffré dans le hall de la tour. L'odeur d'urine et de javel nous a pris à la gorge. On a ignoré l'ascenseur, toujours en panne, et on a commencé à monter les escaliers 4 à 4. Notre montée était une procession barbare. Le bruit de nos TN martelant les marches en béton résonnait dans toute la cage d'escalier, un tambour de guerre annonçant notre arrivée. Chaque étage était un nouveau royaume conquis, et au 9e, on serait les rois. On était jeunes, on était armés, et on appartenait à la DZ Mafia. Dans notre esprit, cette combinaison faisait de nous des dieux invulnérables, au-dessus des lois des hommes. Arrivés sur le palier du 9e, on était essoufflé mais gonflé à bloc par l'adrénaline. La porte de l'appartement cible était là, banale, anonyme. Yus n'a même pas essayé de toquer. Il a reculé, a pris son élan et a balancé un coup de bélier artisanal qu'on avait fabriqué. La porte a volé en éclats dans un fracas de bois et de plâtre, nous ouvrant le passage vers ce qu'on pensait être une victoire facile. Je suis entré le premier, la calache pointée devant moi, le doigt sur la détente, prêt à crier, à terroriser. Et je l'ai vu. Le type du balcon. Il n'était plus sur le balcon.
Il était assis dans son salon, sur une simple chaise en bois, les mains calmement posées sur la table devant lui. Il n'y avait personne d'autre, juste lui, la chaise, la table, et un silence assourdissant qui a immédiatement aspiré toute notre fureur. Mon cerveau a mis une seconde à traiter la scène. C était trop bizarre, trop calme. Pas de dealers affolés, pas de matériel, pas de panique. Juste ce mec qui nous regardait comme si on était des livreurs en retard. J'ai crié, plus par réflexe que par conviction, les mots que Yous nous avait ordonnés. « Wesh le vieux, c'est fini de jouer à la marchandise ici. Tu dis à tes petits de décamper ou on vous crève tous. » Sa réaction a été un coup de poignard glacial dans mon excès de confiance. Il n'a pas regardé ma calache, pas une seule seconde. Son regard était fixé sur le mien, un regard d'une intensité insoutenable. Il n'analysait pas l'arme, il m'analysait moi. Il lisait ma nervosité, mon inexpérience, ma fausse assurance. Pas une goutte de sueur sur son front, pas un tremblement dans sa posture. Il était en contrôle total de la situation. Yous, Ease et Anis sont entrés derrière moi, eux aussi décontenancés par ce calme surnaturel. Le silence s'est étiré, lourd de menaces. Le type n'a pas répondu à mes hurlements. Il a juste maintenu ce contact visuel qui me déstabilisait complètement. C'est à cet instant précis que le premier frisson de doute, un vrai doute glacial, a parcouru mon échine. Ce n'était pas la réaction normale d'une victime. C'était autre chose, de bien plus dangereux. Quelque chose n'allait pas. L'appartement était trop vide, trop propre pour un squat de dealer. Il n'y avait pas l'odeur de shit habituelle, pas de désordre. Ça sentait le propre, le détergent. Mon instinct, celui de la rue, celui qui te garde en vie, a commencé à hurler dans ma tête. C était un piège. On était tombé dans un putain de piège. Mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière. On était déjà all-in. Tu aurais fait quoi à ma place? Tu es là, avec tes potes, une calache à la main, face à un mec qui refuse de jouer le rôle de la victime. Tu ne peux pas reculer, ce serait la honte. La agra suprême. Alors tu continues, tu t'enfonces. Tu essayes de reprendre le contrôle par plus de violence, plus de cris. Mais en face, il y a ce mur de calme. Ce roc qui te renvoie ta propre image d'idiot surarmé. Le temps semblait s'être arrêté. Chaque seconde qui passait ajoutait une couche d'angoisse à la situation. On était 3 jeunes de cité, persuadés d'être des guerriers, et on se retrouvait face à un mystère. Un homme qui déjouait tous nos codes, toutes nos certitudes. Son calme était plus terrifiant que n'importe quelle arme qu'il aurait pu sortir. C était une guerre psychologique, et il était en train de la gagner sans dire un seul mot. Puis, il a fait un geste lent, délibéré, qui a scellé notre destin. Il a levé très doucement sa main droite vers son oreille, comme s'il voulait ajuster une oreillette invisible, un truc qu'on ne pouvait pas voir. Son regard n'a pas quitté le mien. Il était comme un prédateur qui fixe sa proie juste avant de bondir, une concentration absolue, une absence totale d'émotion. C était le regard d'un professionnel, le vrai. Et il a murmuré un seul mot, un mot presque inaudible mais qui a résonné dans l'appartement comme un coup de tonnerre, comme le déclic d'une bombe à retardement. Un mot qui a mis fin à notre règne et a déclenché l'enfer sur terre, le début de notre massacre. Il a dit, avec un calme terrifiant qui me hante encore aujourd'hui, le mot qui a signé notre arrêt de mort à tous. Top. L'explosion qui a suivi a été totale, sensorielle. Les portes des 2 autres pièces de l'appartement ont volé en éclats simultanément, comme si elles avaient été frappées par la foudre. Des grenades assourdissantes ont roulé à nos pieds et ont détonné dans un flash blanc aveuglant et un bruit qui m'a déchiré les tympans. Le monde a basculé. On est passé de la lumière aux ténèbres en une fraction de seconde, de la toute-puissance à la terreur la plus absolue. 4 silhouettes noires sont sorties de la fumée, se déplaçant avec une fluidité mortelle. Casque lourd, visière balistique, équipement d'intervention noir, ils ressemblaient à des monstres sortis d'un cauchemar. Ils tenaient des fusils d'assaut HK G36 et des pistolets Sig Sauer équipés de lampes tactiques dont les faisceaux balayaient la pièce, nous clouant sur place. On était passé de chasseurs à gibier, sans aucune transition, sans même un avertissement. Leurs tirs n'avaient rien à voir avec les nôtres. Pas de rafales incontrôlées qui arrosent les murs. C'étaient des double taps, 2 coups secs, précis, chirurgicaux. USSA, qui a eu le réflexe de lever sa calache, a pris 2 balles en plein dans le torse. J'ai vu le choc sur son visage.
puis le sang qui a giclé sur mes TN blanches immaculées. Il s'est effondré comme une poupée de chiffon, sans un bruit, la ville ayant quitté instantanément. Le petit Anis a hurlé de terreur et a tenté de se retourner pour fuir. Une seule détonation sèche a retenti, et il s'est écroulé, une balle dans la jambe, se tordant de douleur sur le carrelage. Tout allait trop vite. Mon cerveau n'arrivait plus à suivre. J était aveuglé par les flashs, assourdi par les détonations, paralysé par une peur si pure, si primale que je n'en avais jamais ressenti de pareil de toute ma vie. J'ai lâché ma Kalachnikov. L'arme est tombée sur le sol avec un bruit mat et lourd, le son de ma propre défaite, de la fin de mon monde. J était redevenu ce que j'étais vraiment, un gamin de 21 ans terrifié, complètement dépassé par les événements. J'ai levé les mains en l'air, un geste instinctif de reddition, alors que le faisceau d'une lampe tactique venait m'éblouir en plein visage, me transformant en une simple cible immobile. Le prédateur tout-puissant de la DZ Mafia n'existait plus. À sa place, il y avait une proie désorientée, tremblante, qui attendait le coup de grâce. Ces hommes n'étaient pas des flics de la BAC, ni même des gendarmes. C était autre chose. Une machine de guerre parfaitement huilée, une unité d'élite dont chaque mouvement était calculé pour neutraliser, pour détruire, avec une efficacité terrifiante. C était la BRI ou le GIGN. Impossible de savoir sur le coup. Leur discipline était inhumaine. Pendant que 2 opérateurs sécurisaient Youssef et Anis au sol, un troisième me tenait en joue. Son arme parfaitement stable, son doigt sur la détente. Le 4e se tenait près du daron, qui s'était levé et qui maintenant retirait son t-shirt Décathlon pour révéler un gilet pare-balles et un holster avec un pistolet. Le major, le chef de groupe, venait de reprendre du service en nous regardant avec un mépris glacial. La violence de leur intervention N était pas chaotique comme la nôtre. C était une violence froide, professionnelle, presque scientifique. Ils ne criaient pas. Ils communiquaient par des gestes brefs et des mots-clés dans leur radio. En face de nous, ce N n'était pas un gang rival. C était l'État dans sa forme la plus brutale, la plus entraînée. On avait voulu faire un exemple. Et c'est nous qui étions devenus l'exemple, la leçon pour tous les autres. En moins de 10 secondes, notre commando de caïd avait été anéanti. Le combat, si on peut appeler ça un combat, n'avait duré que 8 secondes. 8 petites secondes pour passer du sommet de la chaîne alimentaire de la rue au plus bas. 8 secondes pour que Yousgoué meure, pour qu'Anis perde sa jambe et pour que ma vie soit foutue à jamais. 8 secondes pour comprendre qu'il y a toujours un plus gros poisson dans la mer. Le combat, si on peut appeler ça un combat, avait duré à peine 8 secondes. 8 secondes pour que notre monde écroule. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que les détonations. Il ne restait que les cris de douleur d'Anis qui se tordaient au sol et un bourdonnement aigu dans mes oreilles. L'odeur de poudre et de sang chaud avait remplacé celle de notre arrogance. Dehors, les premières sirènes lointaines commençaient à déchirer la chaleur de l'après-midi. J'ai été projeté au sol avec une force inouïe. Un genou s'est écrasé sur ma nuque, me coupant le souffle, et mes mains ont été menottées dans le dos avec une brutalité qui m'a brisé les poignets. Mon visage était écrasé contre le carrelage froid. Je sentais le goût du sang et de la poussière dans ma bouche. L'homme en t-shirt, le major de la BRI, s'est accroupi à côté de moi et m'a regardé de haut. Aucun mot, juste un regard de pur mépris. 10 minutes plus tard, les sirènes. Les vraies, celles de la police nationale et de la BAC, celles qu'on connaissait. Ils sont montés en courant, gilet pare-balles, l'air affairé et stressé, mais le travail était déjà terminé. Ils sont entrés dans l'appartement et se sont figés, découvrant la scène. Les opérateurs de la BRI, calmes, impassibles, leur ont fait un briefing rapide. La guerre était finie, les keufs de base arrivaient pour ramasser les miettes et faire le constat. L'humiliation suprême a eu lieu en bas de l'immeuble. Ils m'ont traîné dehors, le visage en sang, les vêtements déchirés, devant tous les habitants de la cité. Ces mêmes personnes qui baissaient les yeux quand je passais 15 minutes plus tôt me regardèrent maintenant, avec un mélange de pitié et de curiosité malsaine. J était passé du statut de caïd respecté à celui de trophée de chasse pour la police, exposé à la vue de tous, une bête vaincue. Le reflet des gyrophares bleus et rouges balayait les visages de la foule. J'ai vu des jeunes, des gamins qui nous admiraient, nous prenaient pour des modèles. Leurs yeux ne brillaient plus d'admiration, mais de compréhension. Ils venaient d'assister en direct à la chute de leurs idoles, à la preuve que notre pouvoir haine était qu'une illusion,
Un château de cartes que de vrais professionnels pouvaient souffler d'un seul coup. La leçon était brutale pour tout le quartier. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. 10 ans que je vois le même carré de ciel bleu marseillais à travers les mêmes barreaux. Je suis toujours au Baumettes. Mais le crimo de 21 ans, nerveux et plein de hagras, est mort ce jour-là au 9e étage. Il a été remplacé par un homme de 31 ans qui connaît le bruit des clés des matons mieux que le son du moteur d'un T-Max. La chaleur de Marseille ne me touche plus. Il ne reste que le froid du béton et le poids de ses 8 secondes. Anis est sorti il y a 2 ans. Je l'ai vu une fois au parloir. Il boite pour toujours. Sa jambe est un souvenir constant de notre stupidité. Il travaille comme magasinier, loin de la cité, loin du charbon. Il ne parle plus jamais de Uses. Lui, son nom est gravé sur une pierre froide que personne ne visite. La DZ Mafia l'a oublié, remplacé en moins d'une semaine. Dans la rue, la mémoire est courte et les morts ne rapportent plus d'oseille. Et l'autre, le prédateur en t-shirt Décathlon? Parfois, je l'imagine. Je suis sûr que, à l'heure où je te parle, il est sur un autre balcon, dans une autre ville, avec son regard qui voit tout. Il est peut-être à la retraite, ou peut-être qu'il forme des plus jeunes à devenir des monstres silencieux comme lui. Il n'est pas une personne, il est un système, la preuve vivante qu'il y a une chaîne alimentaire bien au-dessus de la nôtre, invisible et impitoyable. La leçon finale, celle que j'ai mis 10 ans à digérer, elle est gravée en moi. On se croyait des soldats, des guerriers du bitume, les seigneurs de la ville. On n'était que des gamins avec des jouets trop gros pour nous. La vraie puissance ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin de survêtements Lacoste ou de story Snapchat. Elle observe, elle attend et elle frappe. La seule règle, c'est de ne jamais, jamais frapper à une porte sans savoir qui est le vrai monstre derrière.